À ton avis, qui gagnerait entre un grizzly affamé et une baie mûre? Un tigre en colère et une jolie fleur? Un énorme python et un buisson verdoyant? La réponse n'est pas si évidente. Tu vas maintenant découvrir qui sont les vrais patrons de la jungle et des forêts. Rencontre les plantes les plus dangereuses de la Terre. Voici la ciguë aquatique. Elle pousse en Europe et en Amérique du Nord dans les zones marécageuses des champs et des prairies. Tu peux aussi trouver cette plante sur les rives des cours d'eau. Elle semble inoffensive, mais c'est l'une des plantes les plus toxiques qui soit. Les toxines de la ciguë aquatique peuvent causer des dommages importants à un adulte en moins de 15 minutes, mais seulement si tu l'avales. De nombreuses personnes la confondent par erreur avec l'artichaut, le céleri et l'anis. Mais malgré son dangereux poison, la ciguë est aussi utilisée pour soigner les migraines et les troubles intestinaux. Cette plante a causé beaucoup de problèmes pour le bétail. La gératine élevée pousse dans les champs et les pâturages. Lorsqu'une vache la croque, la plante libère une toxine liposoluble. Ce poison pénètre non seulement à l'intérieur de l'animal, mais aussi dans le lait. Les jeunes veaux qui boivent le lait sont également atteints. Et ce lait empoisonné est aussi dangereux pour l'être humain. Le problème est que cette plante, originaire d'Amérique du Nord, est l'une des fleurs d'automne qui subsistent le plus longtemps. Aujourd'hui, dans les fermes modernes, le poison de cette plante n'est plus si dangereux. Mais sur les petits pâturages isolés, la gératine demeure le danger numéro 1. Nous connaissons 2 sortes de haricots. Ceux que nous mangeons et ceux que Jack utilise pour se rendre au pays des géants. En plus de cela, il en existe également des toxiques. Ce sont les graines du ricin commun. Elles contiennent l'une des toxines les plus dangereuses au monde, la ricine. Dès qu'elle pénètre dans ton corps, elle bloque la production des protéines nécessaires à la vie. Et sans ces protéines, tes cellules cessent de fonctionner. Plus les cellules se détruisent, plus ton corps souffre. La graine de ricin libère cette ricine lorsqu'elle est pressée. Plusieurs fèves peuvent suffire à provoquer une déshydratation, un affaiblissement, des hallucinations, des convulsions et d'autres problèmes. Il suffit d'environ 7 graines pour causer des dommages critiques. Alors souviens-toi de leur apparence et ne les touche jamais si tu en vois dans les bois. L'une des plus belles plantes de la planète est aussi l'une des plus dangereuses. Il s'agit du laurier rose. Tout est toxique dans cette plante. La tige, la racine et la fleur rose. Même un tout petit morceau de cette plante peut conduire à un empoisonnement grave. Il n'est pas nécessaire qu'elle pénètre dans ton estomac pour créer de graves problèmes d'ailleurs. Il suffit d'un petit contact avec le jus de la fleur pour provoquer des allergies. Et n'essaie pas de la brûler, car la fumée du laurier rose a aussi des effets toxiques. Et maintenant, la plante la plus dangereuse du monde. Un seul contact avec elle te fera souffrir pendant plusieurs années, ou tu pourrais même en ressentir les conséquences toute ta vie. Le Dendrocnide moroides, également surnommé Gimpy Gimpy, ressemble à un buisson de bardane ordinaire, et pas du tout à quelque chose de toxique. Mais si tu te tiens à côté de cette plante, tu auras l'impression de suffoquer et d'avoir les yeux qui pleurent. Des milliers de minuscules poils vénéneux se trouvent sur les feuilles de cette plante. Ils sont si légers qu'ils peuvent rester suspendus dans l'air et se propager par le vent. Tu dois donc mettre un masque à gaz si tu veux regarder cette plante de près. Mais si tu touches ne serait-ce que légèrement le Gimpy Gimpy, tu auras de gros problèmes. Certains comparent une piqûre de Gimpy Gimpy à 30 piqûres de guêpe simultanées. Ces poils vénéneux pénètrent facilement sous la peau et provoquent des irritations et des douleurs. Le problème, c'est que tu ne peux pas les arracher. Lave-toi à l'eau et au savon, utilise une pommade désinfectante et tu verras que la situation ne fait qu'empirer. Les poils ne peuvent tout simplement pas être retirés, ils restent là, à libérer des toxines qui te rendent fou. Il n'existe pas d'antidote, car les chercheurs ne savent toujours pas quels sont les composants de cette toxine. Elle peut résister à des températures variées, et la sensation désagréable qu'elle provoque peut durer plusieurs heures, des jours, voire même des mois. Les personnes qui ont touché cette plante affirment que la douleur de la piqûre revient même après quelques années. Mais s'il est impossible de se débarrasser des poils, alors la seule solution est d'attendre qu'ils perdent leur toxicité. Sauf qu'il y a un autre problème. Tu peux arracher une feuille de Gimpy Gimpy avec des gants et la mettre en laboratoire. Tu la fais sécher et tu l'oublies pendant quelques années. Et voilà que se trouve devant toi une feuille flétrie et pratiquement détruite. Elle semble inoffensive à présent, mais détrompe-toi. Même après de nombreuses années, les poils restent à la surface de la feuille et conservent leurs propriétés toxiques.
Le Gympie Gympie ne pousse qu'en Australie et en Indonésie. Il aime le soleil et les forêts vertes et denses. Autrefois, il représentait un grave danger pour les bûcherons et les touristes. Mais maintenant, tous les endroits où se trouve cette plante sont marqués d'un panneau d'avertissement. Et lors d'expositions botaniques, les scientifiques mettent cette plante sous verre pour que les gens ne la touchent pas. Les haricots paternosters ressemblent à des graines blanches avec un œil noir, ou à des graines noires ornées d'un œil blanc. Tu peux trouver ces plantes en Afrique, en Asie, en Australie et sur les côtés de l'océan Pacifique. Certaines espèces ont d'ailleurs été amenées en Floride et à Hawaï par l'homme. Et cette plante se trouve même dans les rues de certaines villes. Les haricots paternosters sont employés dans la création de bijoux et de certains jouets. Les gens qui portent de tels bracelets ne sont probablement pas au courant de la toxicité de ces graines. Ce haricot, de même que les graines de ricin, contribue à la destruction des cellules. Il est intéressant de noter que les haricots paternosters sont utilisés non seulement comme décoration, mais aussi pour traiter certains problèmes de santé. Voici la seule plante toxique de la liste qui a vraiment l'air toxique. Et tu n'auras probablement aucune envie de la ramasser si tu la croises sur ton chemin. Regarde donc cette tige rouge qui ressemble à une artère ou un système nerveux hypertrophié. Et ses baies semblables à des yeux. Lactaea pachypoda a l'air bien intimidante. Sa structure interne est aussi dangereuse que son apparence le suggère. L'acné contient une toxine très dangereuse. Et plus elle pousse longtemps, plus sa composition devient toxique. Les composés chimiques de l'acné ont un effet sédatif sur les muscles et sur le cœur. Cela signifie que ton corps se détend tellement qu'il cesse de fonctionner. Tu as probablement vu cette plante dans la réalité ou dans des documentaires. Les dionnées attrape-mouches figurent parmi les rares représentantes des plantes carnivores. Heureusement, elles ne sont pas aussi dangereuses pour l'homme que pour les insectes. Mais dans tous les cas, tu ne devrais pas mettre ton doigt dedans. Voici comment elle fonctionne. La plante ouvre la bouche. En son centre se trouve un pétale rouge à l'odeur parfumée. C'est un leurre. Une mouche ou un autre insecte le remarque et décide d'y goûter. Il grimpe à l'intérieur de la fleur. Mais la dionée ne se referme pas immédiatement. De minuscules poils sensibles à l'intérieur de la plante comptent les mouvements de la mouche. Si elle fait plus de 2 mouvements dans les 20 secondes, la plante referme sa gueule en un instant. Cet intervalle empêche la dionée de se refermer inutilement lorsqu'un déchet s'y dépose. La mouche se retrouve alors piégée. Les poils des mâchoires de la plante fonctionnent comme une cage, et la proie ne peut pas s'en échapper. La dionée injecte alors un suc digestif dans sa bouche qui désintègre la mouche. 5 à 12 jours plus tard, la plante s'ouvre à nouveau et attend son prochain déjeuner. La dionée peut se nourrir de mouches, de scarabées, d'araignées et même de petites grenouilles. La berce du Caucase cause les dégâts les plus importants de toutes les plantes. Elle est dangereuse, non pas pour l'individu, mais pour des forêts et des champs entiers. La berce du Caucase est une plante envahissante. Tout comme un parasite, elle se multiplie rapidement et détruit toutes les autres fleurs de la zone. Et les insectes ne se nourrissent pas de cette plante. Il est également compliqué pour les gens de la détruire, car la berce du Caucase provoque une réaction allergique cutanée. Elle pousse rapidement, elle est immunisée contre de nombreux poisons, et elle vit longtemps. La berce du Caucase peut atteindre la hauteur d'une maison d'1 étage et être profondément enracinée dans le sol. Elle libère ses graines et une légère brise les propage sur des kilomètres. Les chercheurs n'arrivent toujours pas à créer un moyen efficace de la combattre, et il n'existe rien qui puisse vaincre la berce du Caucase dans la nature. Du moins pour le moment. Tu regardes ton émission de cuisine préférée quand soudain, le chef vedette ajoute une pincée de sel à une confiture censée entrer dans la composition d'un dessert. Tu attrapes ton téléphone pour te plaindre, mais le chef s'explique. Il s'avère que l'ajout de sel aux fruits est une pratique courante dans les différentes cuisines de par le monde. Au Mexique, on aime relever la mangue et les agrumes avec du sel et de la poudre de piment. Aux Philippines, la mangue est aromatisée à la crevette et dans le sud des États-Unis, on consomme parfois la pastèque salée. Quel est l'intérêt ? Imaginons que tu manges une mangue crue saupoudrée de sel. Dès la première bouchée, tu remarques la saveur salée et le goût sucré et fruité est alors légèrement retardé. La mangue est toujours aussi délicieuse et juteuse qu'auparavant. C'est probablement parce que le sel affecte le récepteur du goût sucré et qu'une véritable magie s'opère alors au niveau moléculaire. Une étude a même révélé que nos cellules gustatives contenaient plus de récepteurs de sucre que ceux que les scientifiques pensaient jusqu'alors. Un de ces récepteurs a pour fonction de diriger le sucre
vers les cellules liées au goût sucré lorsqu'il entre en contact avec le sel. Tu peux essayer de saler n'importe quel fruit, mais l'effet sera toujours différent. Le sel peut rendre les fruits les plus sucrés, tels que les cerises et les fraises, encore plus sucrés, et équilibrer la saveur du pamplemousse, de l'ananas et de la pastèque. Il suffit de prendre un fruit mûr, de le couper en tranches de la manière habituelle et d'en saupoudrer les morceaux de sel. Le sel de mer à gros grains peut apporter un goût plus intense encore, en plus de remplir une fonction esthétique. Après 10 minutes, ton dessert gastronomique sera prêt. Bon, mettons que tu doives hacher un tas de laitue iceberg, mais que le cœur coriace au milieu ne veuille pas partir. Il suffit de tenir cette tête de laitue à deux mains, le cœur orienté vers le bas, et de la frapper contre une planche à découper ou toute autre surface solide. Mais pas la tête de ton petit frère. Tu devrais maintenant être en mesure de retirer le cœur du fond et de couper le reste de la laitue sans problème. La prochaine fois que tu sortiras le beurre du réfrigérateur et que tu auras du mal à l'étaler parce qu'il est dur comme de la pierre, prends une râpe. Avec son aide, tu pourras facilement détacher de petits morceaux de beurre qui fondront instantanément sur ta tranche de pain bien chaude. Tu pourras également les étaler beaucoup plus facilement sur du pain froid, sans avoir à mettre ton sandwich au micro-ondes ou attendre une éternité que le beurre se ramollisse. Les boulangers professionnels sont adeptes de cette astuce et l'utilisent depuis longtemps. Lorsque tu fais frire quelque chose, tu chauffes d'abord la poêle, puis tu y déposes l'aliment. N'est-ce rien? Oui. Cette logique ne fonctionne pas si tu veux que ton bacon soit croustillant. Sur une poêle chaude, la viande cuira avant que la graisse n'ait le temps de fondre. Ton bacon s'en trouvera trop gras et caoutchouteux. Il faut donc en poser les tranches sur une poêle froide et les faire cuire à feu moyen doux. La graisse se détachera de la viande et le résultat final sera aussi croustillant que délicieux. As-tu déjà essayé de faire bouillir des pâtes dans une poêle à frire? Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais cela peut t'aider à économiser beaucoup de temps, d'eau et d'énergie. Au lieu de remplir une énorme casserole d'eau et d'attendre qu'elle bout, mets tes pâtes dans une poêle à frire. Couvre-les d'eau froide et ajoute-y un peu de sel. Tes pâtes cuiront le temps que l'eau atteigne son point d'ébullition. Elles seront donc prêtes beaucoup plus rapidement que d'habitude. L'eau qui reste dans la poêle constitue une excellente base pour une sauce car elle est remplie d'amidon. Mélange-la avec du pesto, de la sauce tomate et du beurre à l'ail. On dirait que tes pâtes sortent tout droit d'un restaurant gastronomique. Le secret pour obtenir une purée de pommes de terre exquise et onctueuse est de sécher tes patates avant de les écraser. Après les avoir faites bouillir, tu peux soit les mettre dans une casserole et les laisser sur le gaz à feu doux, soit les conserver sur une plaque de cuisson dans un four à basse température. Ajoute ensuite du beurre fondu qui enrobera l'amidon des pommes de terre, puis verse lentement le lait. Ta purée de pommes de terre aura alors une texture parfaite ainsi que la meilleure saveur possible. Si tu en as assez de pleurer sur tes oignons en tâchant de les émincer, voici une astuce à essayer absolument. Épluche les oignons, coupe-les en deux et laisse-les au réfrigérateur dans un bol d'eau glacée pendant une demi-heure avant de commencer à cuisiner. La cause de tes larmes est le soufre que les oignons puisent dans le sol pendant leur croissance. Lorsque tu endommages ces cellules, les acides entrent en contact avec les enzymes qui déclenchent toute une série de réactions et libèrent une substance chimique qui te fait larmoyer. La congélation de l'oignon peut affaiblir cette substance chimique. Pour réduire encore davantage ce désagrément, n'utilise qu'un couteau bien aiguisé pour trancher tes oignons. Tu endommageras ainsi moins les cellules de l'oignon. Il est beaucoup plus facile d'éplucher un avocat si tu prends la peine de le congeler au préalable. Mets-le au réfrigérateur tel quel. Attends un peu, ressors-le et passe-le sous l'eau tiède. Tu pourras alors en retirer facilement la peau après avoir pratiqué quelques incisions au travers. La meilleure façon de garder tes herbes fraîches et savoureuses est de les conserver comme des fleurs. Si tu n'as pas de vase de la bonne taille, prends un bocal à confiture ou un verre à moutarde et remplis-le d'1 ou 2 cm d'eau. Place ensuite les herbes à l'intérieur comme tu le ferais pour tes roses. Pour le persil et la coriandre, couvre le pot d'un sac en plastique et conserve le bouquet au réfrigérateur. Le basilic apprécie la lumière du soleil, il est donc préférable de le laisser à découvert sur ton plan de travail. Si tu as préparé trop de sauce ou si tu as des restes dans une boîte de conserve qui ne semble pas suffire à un autre repas, tu n'es pas obligé de jeter tout ça à la poubelle. Verse la sauce dans un bac à glaçons et conserve-la au congélateur. Si tu as besoin d'agrémenter un repas, tu peux toujours y ajouter quelques cubes de sauce. En outre, celle-ci se conservera plus longtemps de cette manière qu'en restant simplement au réfrigérateur. Tes boulettes de viande ont toujours la même forme et la même taille, alors tu peux éventuellement te passer de cette astuce. Mais si tu es plutôt comme moi, utilise une cuillère à glace pour obtenir la bonne quantité de ton mélange de viande hachée. Les boules auront la forme idéale et tes doigts ne resteront pas tout poisseux.
La façon la plus simple et probablement la plus élégante de découper une mangue est de la transformer en hérisson. Lave ta mangue à l'eau courante. Assure-toi de ne pas la presser pendant cette opération. Pose-la ensuite sur une planche à découper et coupe-la en 3 morceaux, du haut vers le bas. Laisse le noyau plat dans la partie du milieu, il n'y a pas grand-chose à en faire de toute façon. Ta mangue aura maintenant 2 joues bien dodues. Je veux dire par là ces parties les plus charnues. Ensuite, pratique des incisions en long et en large dans les joues de ta mangue. Laisse une distance égale entre chaque incision et ne coupe pas jusqu'au bout de la peau. Appuie ensuite sur l'arrière de la mangue jusqu'à ce que toute la chair ressorte. Ça commence à ressembler à quelque chose. Eh oui, un hérisson, d'où le nom de cette technique de découpage. L'étape finale consiste à trancher les cubes de mangue au-dessus d'un bol, puis à déguster. Voilà qui pourrait bien devenir ton nouveau petit déjeuner préféré. Tu peux faire cuire une omelette dans un mug. Prends un grand mug allant au micro-ondes et enduis l'intérieur d'huile d'olive ou vaporise-le d'un spray de cuisson. Ajoute 2 œufs et une cuillère à soupe de lait et mélange-les à l'aide d'une fourchette. Ajoute ensuite du sel et du poivre, ainsi que le fromage, les légumes et les herbes de ton choix. Mets le tout au micro-ondes à puissance maximale pendant 30 secondes. Retire ton omelette, remue-la avec une fourchette, puis remets-la dans le four à micro-ondes pendant 30 secondes supplémentaires. Et voilà, le petit déjeuner est servi. Veille à utiliser une autre tasse pour boire, sinon tu auras des œufs dans ton café et personne n'a de recette pour rattraper ça. Quelque chose se cache là-bas. Les branches frémissent, le sol tremble. Ça se rapproche. Les créatures tout autour s'enfuient pour sauver leur vie. Et le voilà, notre premier prétendant. Non, pas ce dinosaure géant, regarde juste là. L'incroyable... Il vaut mieux que tu lises toi-même son nom sur l'écran. Le nom de ce petit bonhomme signifie « oiseau à dents et à yeux ». Mais nous le surnommerons Collie car c'est un dinosaure pas plus gros qu'un colibri. Et il pouvait probablement aussi voler comme un colibri. Il fonce à travers la jungle en esquivant chaque petite branche et feuille sur sa trajectoire. Grâce à sa taille, il est incroyablement agile et rapide. La seule preuve que nous ayons de l'existence de ce dinosaure est un minuscule spécimen de crâne trouvé en Birmanie. Il fait à peu près la taille d'un cachet d'aspirine et a été conservé dans l'ambre pendant près de 100 millions d'années. Ce fut une découverte révolutionnaire, puisque les scientifiques ont considéré Collie comme le plus petit dinosaure jamais trouvé. Il aurait vécu pendant l'ère mésozoïque il y a environ 66 à 250 millions d'années. Le crâne était si bien conservé que les scientifiques ont pu distinguer un bec qui grimaçait avec des dents. Ils ont aussi pu constater que le petit dinosaure avait probablement des yeux énormes pour sa taille, ce qui n'est pas plus mal pour... Regarde, près de cet arbre, fais un zoom avant. Nous y voilà. Impossible de se méprendre sur ses griffes acérées et son dard venimeux affûté comme une aiguille. Oui, les scorpions vivaient aussi à l'époque des dinosaures. Et même avant, ces arachnides terrifiants remontent à plus de 400 millions d'années. Le petit dino colibri s'agite en essayant de trouver quelque chose à manger. Et bingo! Le scorpion s'approche sans voir le mini-dinosaure qui le traque. Le scorpion n'est absolument pas conscient qu'il se sert pratiquement lui-même sur un plateau d'argent. Même avec pas moins de 5 paires d'yeux, les scorpions ne voient pas très bien. Quant à Collie, il avait probablement une excellente vision grâce à ses grands yeux. Le dinosaure remporte 1 point dans ce domaine. Collie braque son regard sur Scorpie et s'élance en un clin d'œil. Mais que se passe-t-il? Le scorpion esquive le mouvement du dinosaure et se précipite dans l'arbre. Chacune des 2 créatures marque 1 point pour sa vitesse, car elles sont aussi rapides l'une que l'autre. Mais comment l'arachnide griffu a-t-il su que le dinosaure était sur le point de frapper? Il ne voit peut-être pas très bien, mais les scorpions peuvent sentir les vibrations sur le sol et même dans l'air. Collie essaie encore et encore, mais Scorpie sait déjà ce qui va se passer. La terreur à 8 pattes mérite 1 point pour ce 6e sens. Le scorpion se précipite vers le haut de l'arbre et atteint une branche nivelée. Les 2 s'affrontent, c'est l'heure de l'épreuve de force. Aucun des 2 ne frémit, chacun observe l'autre attentivement, essayant d'anticiper son prochain mouvement. L'oiseau marque 2 points car il peut frapper à la fois depuis les airs et le sol. Scorpie n'obtient qu'1 point car il est limité à l'arène terrestre. Ce qui fait 4 à 3 en faveur du dinosaure. Et c'est à ce moment-là que quelque chose attire l'attention des 2 adversaires. Boum! Un volcan entre en éruption derrière eux. Tous les autres dinosaures et animaux s'enfuient en courant. Mais pas ces 2-là. C'est alors que Collie saisit sa chance. Le dinosaure charge et donne un coup de bec au scorpion, avant même qu'il ne puisse réagir. Mais en vain, le squelette d'un scorpion se trouve à l'extérieur de son corps, agissant comme une armure complète. 1 point pour Scorpie, et ils sont maintenant à égalité, 4 à 4.
Dans un scénario comme celui-ci, le dino colibri a définitivement l'avantage et peut rester sur l'offensive. Scorpi devra rester vif en défense s'il veut sortir vivant de ce face-à-face, et un autre point pour l'oiseau. C'est alors que le scorpion comprend la stratégie de son adversaire. Colis s'envole plusieurs fois avant de plonger pour mordre. Alors quand le moment est venu, hop, le scorpion lance son dard droit sur Colis. Pause, décortiquons leur équipement. Colis a des griffes acérées pour saisir son adversaire, 1 point, et un bec garni de dents pointues, 1 point de plus. Mais regarde ce scorpion, on dirait qu'il a été conçu pour se défendre et attaquer d'autres créatures. Des pinces géantes, des pièces buccales tout aussi monstrueuses, 8 pattes rapides pour s'agripper aux objets, et bien sûr, la pièce maîtresse, ce dard en forme d'aiguille, relevé en arrière comme une fronde, prêt à injecter du venin toxique dans une proie malchanceuse. Cela fait 4 points pour Scorpi, ce qui lui donne une avance d'1 point pour un score de 8 à 7. Et le dard va directement dans l'aile de Colis. Mais le dinosaure est indemne. Scorpi a visé juste un poil à côté. Le dard a percé les plumes de Colis, mais il n'a pas touché sa peau. Avant que l'oiseau ne puisse s'élancer à nouveau, un gros rocher enflammé vole dans les airs et brise l'arbre entier. Les 2 prétendants sont projetés dans les airs et atterrissent dans une flaque d'eau en contrebas. Tous les arbres et la végétation sont en train de brûler. Le ciel est sombre et couvert de fumée et de cendres. D'autres créatures continuent de courir et manquent de les piétiner. Le scorpion se met en position. Le dinocolis fléchit ses ailes, mais ne semble pas pouvoir voler. On dirait qu'il va devoir finir ce face-à-face au sol. Le scorpion a enfin l'avantage. Ramène-toi! Le scorpion le poursuit, mais le dinosaure est rapide et agile. Il est capable de faire des virages serrés et danse pratiquement autour du scorpion. Oh oh, la lave s'invite sur le ring. Elle s'écoule juste derrière eux. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne soient submergés. Les 2 adversaires courent aussi loin que possible, mais Scorpi mange la poussière du dinosaure. Les scorpions sont plutôt rapides pour leur taille, mais le corps aérodynamique de Colis lui permet de filer à travers la jungle comme une flèche. 1 point pour le dinosaure et nous sommes à égalité à 8 partout. Colis parvient à courir le long d'un arbre brisé et tente de prendre son envol. Il plane un peu, mais retombe au sol. Vite, cache-toi dans ces buissons. Mais attention, l'oiseau n'est pas seul. Voici un 1000 pattes géant. Ce dernier se faufile par derrière et piège Colis entre ses nombreux membres ondulants. Ses mâchoires s'entrechoquent. Elles sont géantes par rapport aux petites dents de l'oiseau. Il est sur le point de déchiqueter Colis quand, soudain, Scorpi sort de nulle part pour finir ce qu'il a commencé. Mais le monstre aux milliers de pattes ne recule pas. Il balance l'extrémité de sa queue et renverse le scorpion. Pendant tout ce temps, nos 3 compères ont oublié la lave qui se rapproche. La coulée enflammée est sur le point d'engloutir le 1000 pattes. Mais la créature s'en aperçoit juste à temps et s'enfuit en courant. Colis et Scorpi remportent chacun 1 point pour avoir supporté cette épreuve de force supplémentaire et inattendue. Le scorpion et l'oiseau se relèvent et font de leur mieux pour échapper à la lave. Mais comme ils sont tous les 2 épuisés, c'est la course la plus lente de tous les temps. La lave embrasse tout, partout où elle passe. Le ciel est noir de cendres. On dirait que la nuit est tombée. C'est une bonne chose que les scorpions soient des créatures nocturnes. Ils peuvent chasser, manœuvrer et se déplacer la nuit, alors que de nombreux animaux sont désavantagés par une visibilité si limitée. 1 point pour le scorpion, et nous sommes toujours au coude à coude à 10 à 9 en faveur de Scorpi. Les scorpions sont plutôt des chasseurs qui attendent en embuscade. Ils ne poursuivent pas leur proie comme le font par exemple les loups. Confiant dans sa victoire, Scorpi trouve un joli trou sombre pour se poser et reprendre son souffle. Et juste à ce moment-là, quelque chose se glisse derrière lui. Le scorpion ressent les vibrations et se retourne. Mais il est accueilli par 2 yeux menaçants qui fixent les tréfonds de son âme. Imagine que tu traînes quelque part dans les forêts d'Australie. Tu as soif, alors tu vas au ruisseau le plus proche. Soudain, tu sens que tu as le nez qui coule. C'est étrange, car tu es en parfaite santé. Tu t'arrêtes et tu attends. Quelques secondes plus tard, ton nez te démange. Quelques minutes plus tard, tes yeux pleurent. Ta gorge devient incontrôlable, tu ne peux pas respirer librement et tu éternues constamment. C'est comme si tu respirais de l'air empoisonné. Mais qu'est-ce qui l'empoisonne ? Les plus petites particules de la plante la plus dangereuse au monde volent autour de toi. Elle s'appelle Gympie Gympie. Elle est là. Elle a l'air normale. Un petit buisson avec des tiges et des feuilles vertes. Plus tu t'approches, plus tu te sens mal. Tu as besoin de plus d'air. Ta peau devient rouge. Ça te fait physiquement mal d'être ici. Tu sens que tu pourrais perdre conscience si tu restais ici un peu plus longtemps. Tu sais ce qui va se passer si tu touches cette plante ? Eh bien, tu auras l'impression que des aiguilles chauffées à blanc pénètrent ta peau.
Et même si tu t'enfuis aussi loin que possible d'ici tout de suite, la douleur ne diminuera pas. Les effets de la piqûre dureront plusieurs heures. Les jours passent et la douleur demeure. Des semaines et des mois passeront, mais tu la sentiras toujours. Tu peux laver la zone affectée à l'eau froide et au savon, mais ça ne t'aidera pas beaucoup. Il se peut que la douleur ne disparaisse pas avant plusieurs années, et tous ces minuscules poils végétaux qui ont pénétré ta peau peuvent rester en toi pour toujours. La toxicité du Gimpy Gimpy est si élevée que même si tu arraches une feuille et que tu la touches 1 an après, elle provoquera des lésions sur ton corps. La mauvaise nouvelle, c'est que cette plante est difficile à repérer. Tu peux facilement la confondre avec la bardane ou l'ortie. Imagine seulement ce qui se passerait si quelqu'un tombait dans un buisson. Son signe distinctif est une fine couche de peluche sur chaque feuille. Mais attention, cette peluche est constituée de milliers de poils toxiques. Ils volent également autour de la plante. Il est donc dangereux d'être ici sans masque à gaz. Un simple masque médical ordinaire ne sera d'aucune utilité car les poils peuvent traverser le tissu. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde et que les gens mettent généralement des panneaux d'avertissement à proximité. Cette mauvaise herbe pousse en Australie. Des chercheurs d'or ont découvert cette plante en 1860 près de la ville de Gympie. Et quelque chose me dit que ce n'était pas la plus heureuse des découvertes. Même de nos jours, le Gimpy Gimpy représente un sérieux danger pour les bûcherons et les touristes. Tu peux accidentellement le toucher avec ta main. Un seul contact suffit à te faire perdre ta capacité de travail pendant plusieurs semaines. Dans certains cas, la zone touchée continue de faire mal pendant des décennies. Un homme est tombé dessus et a perdu la raison à cause de la douleur. Les gens comparent une piqûre de Gimpy Gimpy à la piqûre de 30 guêpes en même temps. Et tu ne sauras pas comment t'en débarrasser. Après avoir touché cette plante, un homme a ressenti pendant 2 ans une sensation désagréable à chaque fois qu'il prenait une douche. Si tu veux l'étudier, tu dois porter une combinaison de protection et un masque à gaz. Il ne doit y avoir aucune zone découverte sur ton corps. Rentre tes jambes de pantalon dans tes bottes, mets des gants de protection et avance dans la forêt. Elle pousse en lisière, près des cours d'eau. Le Gimpy Gimpy est l'une des 6 espèces d'arbres venimeux originaires d'Australie. Ils aiment le soleil et la végétation qui les entoure. Chaque poil de la surface de la feuille est empoisonné. Lorsqu'il entre en contact avec une surface quelconque, il s'ouvre et pulvérise une toxine brûlante. Ensuite, la douleur augmente et la peau devient rouge. La durée de l'effet dépend du nombre de poils qui pénètrent dans ton corps. Après quelques années, tu peux appuyer sur la zone de la piqûre et sentir que les poils sont toujours là. Il n'y a pas d'antidote, car les scientifiques ne connaissent toujours pas les composants du poison toxique. Tout ce qu'ils savent, c'est que l'effet du poison dure très longtemps, plusieurs années. Il peut résister à des températures froides et chaudes. L'eau ne fait que renforcer son effet. Les échantillons botaniques de cette plante dans les laboratoires sont toujours dangereux bien que les scientifiques les conservent depuis plusieurs années. Après avoir croisé le Gimpy Gimpy, n'oublie pas de te désinfecter. Enlève soigneusement tes vêtements, tes chaussures, ton masque et tes lunettes. Mets la combinaison de protection dans la machine à laver et lave bien tout le reste. De minuscules poils peuvent se trouver dans ton pantalon ou dans les manches de ta veste, alors fais attention. Cette toxicité fait de Gimpy Gimpy la plante la plus protégée au monde. Mais attends, c'est quoi ça? Tu vois ces petits trous sur ses feuilles? On dirait que quelqu'un est en train de la manger. Ce sont les espèces habituelles de scarabées nocturnes. Ils peuvent dévorer le Gimpy Gimpy toute la journée car les poils toxiques ne peuvent pas leur faire de mal. Ces insectes s'en moquent. Le Gimpy Gimpy est le déjeuner idéal parce que personne ne peut déranger ces scarabées lorsqu'ils sont assis sur cette plante. Et oui, tous les animaux qui vivent à proximité savent qu'il ne vaut mieux pas s'en approcher. Mais il y a un mammifère qui n'a pas peur du Gimpy Gimpy. C'est un pas de melon à pattes rouges. Il ressemble à un petit kangourou et adore manger les feuilles de Gimpy Gimpy. Les scientifiques ne savent toujours pas ce qui protège exactement cet animal des poils toxiques. Aujourd'hui, nous connaissons presque tous les endroits où cette plante pousse. Les gens les marquent avec des panneaux. Si tu en vois un, n'y va surtout pas. Le Gimpy Gimpy est une plante terrible, mais que dirais-tu d'une plante qui peut prendre le contrôle du monde entier et détruire toutes les récoltes? Elle n'a pas besoin de conditions favorables pour se développer. Elle peut survivre sous la pluie, dans des endroits arides sous le soleil brûlant, ou à des températures basses et élevées. On l'appelle la berce du Caucase. Si la graine de cette plante se retrouve dans un potager ou un champ de blé, elle délogera tous ses concurrents en quelques semaines. Le vent peut souffler sur les graines de la berce du Caucase et les propager vers les territoires les plus proches.
Cette plante peut détériorer les écosystèmes du monde entier. Elle pousse plus vite que ce que les gens parviennent à la détruire. Si tu vaporises du poison sur les feuilles, elle ne s'en soucie même pas. Si tu laisses des coléoptères parasites entrer dans le territoire de la berce du Caucase, elle ne s'en soucie pas non plus. Elle se multiplie très rapidement et vit plus longtemps que de nombreuses plantes. Elle peut atteindre la hauteur d'une maison à un étage et s'enfoncer profondément dans le sol avec ses racines. Il est aussi dangereux de la toucher avec les mains. Cela peut provoquer des rougeurs sur la peau et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas agréable. C'est pourquoi il est si difficile de lutter contre elle. Elle détruit toutes les plantes, les buissons et les fleurs à proximité. Les scientifiques n'arrivent toujours pas à créer un poison efficace pour combattre ce monstre vert. Aucun coléoptère ne s'en nourrit. C'est pourquoi la berce du Caucase est l'une des plantes les plus dangereuses au monde. Elle n'a tout simplement pas d'ennemis dans la nature. Mais les scientifiques sont sûrs que l'évolution créera des créatures capables de la détruire. Il peut s'agir de petites bestioles ou de bactéries parasites. Mais avant que cela ne se produise, les humains doivent combattre cette bête eux-mêmes. Ils dépensent des millions de dollars pour essayer de la détruire, mais ça ne marche pas toujours. On peut brûler un champ, mais s'il reste une graine, elle poussera rapidement sur le sol brûlé. Si tu penses que tes parents ont été trop durs avec toi, peut-être qu'avec cette liste d'animaux, tu comprendras qu'ils n'étaient peut-être pas si mauvais que cela. La femelle du cheval, ou jument, a une période de gestation d'environ 1 an. Cela peut sembler terriblement long, mais pour les éléphants, ce n'est encore rien. Ils portent leurs petits jusqu'à 22 mois avant de leur donner naissance. Contrairement aux autres animaux qui préfèrent se reposer en attendant l'arrivée de leurs petits, pour les juments, la grossesse est synonyme de fête. Dès que la jument est enceinte, elle fait le tour du troupeau et s'accouple avec chaque étalon. Cela pourrait te paraître absurde, étant donné qu'elle est déjà enceinte, mais il y a une explication raisonnable. Les chevaux sont plutôt fiers et agressifs envers leurs rivaux. Mais si un étalon pense qu'un poulain est son fils, les risques qu'il fasse du mal aux petits seront nuls. L'intention réelle des juments est donc de protéger les poulains en faisant en sorte qu'aucun mâle ne sache qui est le vrai père. N'est-ce pas ingénieux? Les juments figureront donc tout en bas de notre liste. Tout le monde sait bien que la femelle du coucou abandonne ses petits avant même l'éclosion. Elle pond tout simplement ses œufs dans le nid d'autres oiseaux et s'en va pour toujours. Et comme il est difficile de faire la différence entre les œufs, les oiseaux d'accueil finissent par tous les couver de la même façon. Pendant ce temps, les coucous profitent de leur vie sans attache. Hélas, les problèmes surviennent vite dans le nid. Le petit coucou sème le chaos dans sa famille nourricière. Il grandit plus vite et éclot plus tôt, et pousse les autres petits hors du nid maternel. Les moineaux sont tellement mignons. Mais ne te fie pas à cette petite bouille innocente. La femelle du moineau est à la fois une mère attentionnée et une furieuse marâtre qui terrifierait même Cendrillon. Les moineaux sont généralement monogames, mais il arrive qu'ils aient des relations en dehors du nid conjugal. Lorsque cela arrive, une femelle peut souvent découvrir les maîtresses de son compagnon et elle n'hésitera pas à détruire leur nid. Pourquoi ? Pour s'assurer que le moineau mâle aura suffisamment de temps pour s'occuper de sa propre progéniture. Apparemment, ils n'ont pas entendu parler des babysitters. Les phoques du Groenland s'occupent de leurs petits pendant leurs 2 premières semaines. On ne peut donc pas dire que ces créatures sont les pires mères du règne animal. Pendant cette courte période, elles gardent leurs enfants près d'elles, les dorlotent et les nourrissent 24 heures sur 24. Mais après cela, les mères phoques leur disent au revoir et les laissent seuls sur la glace. Les bébés phoques sont encore très vulnérables, car ils ne savent ni nager, ni chasser, ni se protéger. Il leur faudrait au moins 2 mois pour acquérir toutes ces aptitudes. Ils passent donc leur temps à attendre, à perdre du poids, tout en essayant d'éviter de finir dans la gueule d'un prédateur. Il n'est pas étonnant que seul 1/3 des petits phoques réussissent à survivre à leur première année. Les hamsters sont d'adorables petites créatures, n'est-ce pas ? Mais pourtant, ils possèdent un secret qui pourra choquer ceux qui ne sont pas au courant. Il se peut en effet que la femelle du hamster confonde sa progéniture avec son dîner. Personne ne sait exactement pourquoi, mais les scientifiques ont avancé plusieurs théories. Certains pensent qu'elle fait cela pour faire le plein d'énergie après avoir donné naissance. D'autres affirment que les hamsters peuvent se sentir stressés et menacés par une portée trop importante. Cet acte serait donc un mécanisme de défense. Pour éviter cette triste fin, les experts recommandent de faire en sorte d'éviter tout stress à l'animal et de bien le nourrir.
Tout ou rien est probablement la devise préférée des ours noirs. Ils ont généralement 2 ou 3 oursons à la fois. Mais si pour une raison ou pour une autre, une maman ours n'a qu'un seul ourson, elle pourra l'abandonner dans l'espoir d'avoir une portée plus grande l'année suivante. Pourquoi ? Probablement parce qu'élever un seul petit n'en vaut pas la peine. Et tandis qu'un ourson noir aura plus de chances de survivre s'il a un frère ou une sœur, c'est tout l'inverse chez les pandas. Étonnamment, ces adorables nounours sont des parents assez négligents. Les mères ont généralement des jumeaux, mais elles préfèrent ne s'occuper que de l'un d'entre eux. Elles dorloteront et allaiteront le petit le plus fort. Pendant ce temps, le plus faible sera délaissé et devra survivre par ses propres moyens. Cette cruauté s'explique tout à fait rationnellement. Les pandas mangent du bambou, mais ce n'est pas assez nutritif pour faire du lait pour 2 petits. Même les pandas vivant dans les eaux obéissent à cet instinct. Heureusement, les employés des parcs animaliers nourrissent tous les petits sans distinction. Bien que les singes aient généralement la réputation d'être des parents attentifs, ces mignonnes créatures moustachues font exception à la règle. Après une période de gestation d'environ 5 mois, la femelle du tamarin donne naissance à des jumeaux. Et s'il arrive qu'ils tombent de l'arbre, elle ignorera complètement leurs pleurs et leurs appels. Il se peut même qu'une mère jette violemment ses petits du haut de sa branche. Qui sait ce qui se cache dans ces petites têtes ? Mais toutes n'ont pas le cœur aussi froid. Si une mère tamarin est bien entourée, dispose de nourriture et se sent protégée, il est probable qu'elle prenne bien soin de sa progéniture. Mais si personne ne la regarde ni ne l'aide, elle pourra refuser de faire le moindre effort, sans doute parce que les petits n'auront alors pas de grandes chances de survie. Bien qu'il semble que les tamarins à moustache feraient d'excellents animaux de compagnie, les experts affirment que ces singes demandent plus de soins que n'importe quel autre animal domestique. Surtout, prends garde à ce qu'ils ne te poussent pas de ta branche. On associe généralement les lapins aux câlins et aux caresses. Mais dans la vraie vie, ils ne sont pas aussi doux lorsqu'il s'agit de leurs propres petits. Les mères préféreront quitter le terrier dès qu'elles auront mis bas. Et ces mignons petits lapins devront apprendre à affronter les défis de la vie par eux-mêmes. Ils ne voient leur mère que quelques minutes par jour, pendant la tétée. Les scientifiques pensent que les lapins abandonnent leur progéniture pour tromper les prédateurs et les éloigner. Bien sûr, cette méthode n'offre pas de garantie à 100%. Après tout, les lapines ne font pas beaucoup d'efforts pour aménager un abri des plus sûrs. Elles le construisent généralement à l'air libre. Et où est le repère, te demandes-tu peut-être ? Eh bien, il est recommandé d'isoler les mères des mâles pendant qu'elles élèvent leurs bébés. Contrairement aux chevaux, les lapins ne feront probablement pas de mal aux petits. Mais ils pourraient à nouveau féconder la lapine, même si elle vient d'accoucher. Les reptiles ne sont pas connus pour être des créatures chaleureuses et attentionnées, et leur approche pratique de la vie s'étend également à leur méthode d'éducation. Les 5 à longue queue ne font pas dans la demi-mesure en matière d'autoprotection. Cette espèce de saurien mangera ses propres œufs si trop de prédateurs se rassemblent autour de son abri. La mère ne fera aucun effort pour repousser le danger. Sa devise est peut-être « Si je ne peux pas les garder, alors personne ne les aura ». Une fois la menace éloignée, elle continue à vivre normalement et à pondre des œufs. Les lions, les éléphants et les ours. 3 des membres les plus majestueux, mais aussi les plus intimidants du règne animal. Pourrait-il y avoir quelque chose qui intimide ces créatures ? Tu pourrais être surpris. Commençons par le roi universellement reconnu des animaux, le lion. Certains prétendent que ce gros chat de la savane a peur de la substance la plus vitale connue de l'homme. Un petit indice, elle couvre 70% de la surface de la Terre. Vraiment, le lion aurait peur de l'eau? Non, c'est un mythe. Les lions aiment se baigner, notamment car cela leur permet de se rafraîchir. Cela a du sens lorsque l'on pense au climat auquel ces créatures doivent faire face. Les températures, dans un climat de savane, vont de 20 degrés à 30 degrés. Nous les humains avons très envie d'aller à la plage dès que le temps est chaud, alors pourquoi devrions-nous nous attendre à quelque chose de différent de la part du lion ? Surtout si l'on considère que ces créatures présentent généralement un poids compris entre 127 et 190 kg, doublé d'un épais manteau de fourrure. L'ironie de ce mythe, qui stipule que les lions ont peur de l'eau et qu'ils sont en fait d'excellents nageurs. Il en va de même pour tous les autres grands félins de ces climats chauds,
comme les tigres, les léopards, les jaguars et les oslots. Ce sont en fait les grands chats des climats froids qui font de leur mieux pour éviter l'eau. Cela s'applique à des félins comme les chats sauvages, les lynx et les léopards des neiges. Ces derniers vivent dans le biome froid de la toundra alpine, une zone rocheuse et montagneuse. Les températures y descendent jusqu'à 1 degré. Encore une fois, il est parfaitement logique que ces grands chats des climats froids redoutent l'eau. Mouiller leur pelage réduirait leurs chances de conserver leur chaleur. Mais il ne faut pas chercher bien loin pour comprendre d'où vient le mythe affirmant que les lions ont peur de l'eau. En fait, il y a de fortes chances que la raison se trouve près de ton écran d'ordinateur en ce moment même, sautant partout et faisant des bêtises. C'est vrai, nous avons peut-être sauté un peu trop vite à la conclusion que certains aspects comportementaux de nos propres chats de compagnie correspondraient à ceux d'un lion. Les chats domestiques, bien qu'apparentés à tous les grands félins mentionnés précédemment, ne descendent pas directement d'eux. Ils se sont plutôt développés sur des millions d'années à partir d'un seul ancêtre sauvage qui existe encore aujourd'hui dans la nature, le chat sauvage d'Afrique. Comme l'eau n'est pas abondante en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, ces chats n'y ont pas été beaucoup exposés. Et comme leurs descendants, ils ne l'apprécient que pour la boire. Comme tu le vois probablement avec ton animal de compagnie, ils se baignent rarement et interagissent peu avec l'eau en général. Heureusement pour eux, ils n'en ont pas besoin. Ces félins domestiques utilisent leur langue pour se nettoyer. Elle est munie de minuscules papilles en forme de crochet qui aident les chats à faire disparaître les nœuds et à garder leur pelage propre, bien odorant et dans un état généralement impeccable. Les chats en général sont des créatures farouchement individualistes. Et tu es peut-être en train de t'insurger devant ton écran parce que ton chat, lui, adore l'eau et c'est tout à fait possible. Certains chats aiment même jouer avec, par exemple, les gouttes du robinet ou les bulles dans ton bain. Il existe des races spécifiques de chats domestiques connues pour apprécier la vie aquatique plus que d'autres. Le turc de Van, par exemple, qui est aussi connu sous le nom approprié de chat nageur. On pense que cette race a développé une affinité pour l'eau en nageant dans le lac Van pour se rafraîchir. Ce lac se trouve dans la région où ces animaux ont évolué. Passons maintenant à un problème auquel un chat n'a absolument pas à faire face. As-tu déjà entendu parler de la musophobie ? Également connue sous le nom de suriphobie, ces deux mots désignent une peur des souris et des rats. Il existe une croyance populaire selon laquelle l'éléphant souffre de cette phobie. Cet animal mesure environ 3 mètres et pèse 4000 kilos. Et il aurait peur d'une créature qui ne mesure que 10 cm et pèse moins de quelques grammes ? Comment cette croyance est-elle apparue ? Eh bien, le fondement de cette rumeur repose sur la possibilité que les éléphants soient bel et bien paranoïaques à l'idée que les souris puissent grimper dans leur trompe. Si une souris réussissait à le faire, il y aurait un risque qu'elle provoque une irritation et un blocage à l'intérieur de celle-ci. Sans vouloir être rabat-joie, il semble que cette croyance soit aussi un mythe. Les chercheurs affirment qu'il n'y a aucune preuve concrète qui suggère que les éléphants aient peur des souris. Tout au plus, concèdent-ils que l'animal gigantesque peut parfois prendre peur à l'apparition soudaine du petit rongeur, ce qui est exactement la même chose pour nous. Les experts affirment également que même si une souris parvenait à s'introduire dans la trompe d'un éléphant, ce dernier pourrait la faire ressortir sans effort d'un simple souffle d'air. Il existe également des preuves que dans la plupart des cas, l'animal n'est pas dérangé par les rongeurs et autorise même les souris à grimper sur sa tête et sa trompe. Les chercheurs sont sûrs que tant qu'un éléphant est en bonne santé, il n'existe aucun autre animal qu'il craigne et ce simplement en raison de sa taille. Ainsi, les lions n'ont pas peur de l'eau et les éléphants ne semblent pas avoir peur des souris. Mais est-ce qu'au moins l'une de ces rumeurs de peur animale est vraie ? Serons-nous tout aussi déçus en nous intéressant à la question de savoir si l'ours a une peur légitime ? Eh bien, ce serait compter sans le meilleur ami de l'homme. Oui, les ours se sentent assez mal à l'aise lorsqu'ils sont en présence de chiens. Et ce malgré une parenté génétique éloignée avec eux. Lorsque les deux créatures se rencontrent, le chien est capable de poursuivre, d'intimider, de coincer ou de contrarier l'ours. Quant au puissant animal, il essaiera plutôt d'éviter tout affrontement avec le chien.
Il existe même une race de chiens finlandais connue sous le nom de chien d'ours de Carélie. Cette espèce est spécialement employée pour tenir tête aux grands animaux comme les ours. Ce chien a un excellent sens de l'orientation, une grande souplesse et maîtrise de son corps, du courage, un bon odorat et de la persévérance. Cela signifie-t-il que tu peux te promener avec ton chien dans une zone connue pour abriter des ours et te sentir absolument serein et confiant grâce à la présence de ton fidèle compagnon? Pas vraiment. Même si les ours peuvent être nerveux en présence de chiens, il ne faut pas oublier leur taille ni leur puissance. L'ours noir américain peut atteindre une hauteur de près de 2 mètres et peser jusqu'à 300 kilos. Si une mère ours n'a nulle part où aller, ou si elle sent que ses petits sont en danger, il est tout à fait possible qu'elle se mette en colère, ce qui peut entraîner de gros problèmes pour toi ou ton chien. Donc personne ne devrait jamais éprouver cette théorie. Au lieu de cela, si tu prévois un jour de visiter une région inconnue avec ton chien, tu devrais d'abord te familiariser avec la faune que tu pourrais y rencontrer. Parce que tu ne sais jamais ce qu'un ours fera lorsqu'il te remarquera avec ton toutou, surtout si l'on tient compte de leur légère cynophobie, qui est le nom donné à la peur des chiens. Au moins, nous avons réussi à trouver une véritable peur d'un autre animal parmi ces 3 cas d'or de la chaîne alimentaire. Mais n'est-il pas étrange que le chien qui apporte à beaucoup d'entre nous tant de joie et de réconfort soit aussi une créature assez pugnace pour affronter un ours? Eh bien, tous les héros ne portent pas de cape. Certains portent simplement de la fourrure et un collier. Et tant qu'on y est, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qui effraie nos fidèles compagnons à fourrure? T'es-tu déjà demandé pourquoi ton chien était mal à l'aise lorsqu'il entend des bruits forts? Le degré de peur diffère chez chaque chien. Mais c'est la simple imprévisibilité du tonnerre et des éclairs ou des fortes détonations qui accompagnent les feux d'artifice qui provoquent le malaise de ton chien. L'incapacité à comprendre ce qui provoque ce bruit assourdissant peut pousser ton chien à trembler, à rentrer sa queue entre ses pattes ou même à s'enfuir de la maison. Une autre situation qui peut vraiment effrayer vos fidèles animaux de compagnie est lorsque nous les laissons tout seuls. Cela peut malheureusement devenir un cauchemar pour tes voisins, car un symptôme courant de cette peur est l'aboiement excessif. Cette peur peut aussi causer des problèmes plus près de chez toi. Tu t'es déjà demandé pourquoi ton chien avait mâchouillé ton canapé? Ces accidents d'apprentissage sont typiques lorsqu'un chien souffre d'anxiété liée à la séparation. Mais tu ne peux pas rester longtemps en colère contre ton chien, n'est-ce pas? Ton meilleur ami se rattrapera lorsque vous croiserez un ours. Tu cherches quelque chose de visqueux? Beaucoup de gens ont tendance à croire que les escargots ne sont que des limaces avec une coquille. Mais même s'ils se ressemblent beaucoup, ce sont des espèces complètement différentes. Les limaces n'ont pas besoin de coquilles protectrices car tous leurs organes internes sont, internes, c'est-à-dire situés à l'intérieur de leur corps visqueux. Elles peuvent se comprimer et s'introduire dans des endroits difficiles d'accès. C'est pourquoi on trouve souvent les limaces dans les endroits les plus improbables, comme sous l'écorce des arbres ou dans de minuscules petits trous, ou encore à la bibliothèque faisant semblant d'étudier pour les examens. Les escargots, en revanche, sont très dépendants de leurs coquilles et ne peuvent pas survivre sans elles. Contrairement aux bernards l'ermite, qui renouvellent leurs coquilles en grandissant, les escargots naissent avec une coquille sur leur dos. Les bébés escargots sont d'ailleurs adorables avec ces fragiles bulles translucides, qui se calcifient et deviennent plus grandes et plus résistantes avec l'âge. De nombreux organes internes des escargots se trouvent également à l'intérieur de la coquille, ce qui signifie que si elle est écrasée ou endommagée, l'animal ne survivra probablement pas. Néanmoins, un escargot peut réparer les petites fissures de sa coquille à l'aide de protéines et de calcium sécrétés par son manteau. Les tortues sont d'ailleurs très proches des escargots à cet égard, car contrairement aux mythes communs, elles ne peuvent pas non plus quitter leur carapace sur un coup de tête. La carapace d'une tortue fait partie intégrante de son corps et même si le reptile peut cacher sa tête et ses pattes à l'intérieur pour se protéger des prédateurs, son squelette est fusionné avec la carapace dure. Et comme le squelette de tout autre animal, il grandit avec la tortue elle-même. Les koalas ne mangent que des feuilles d'eucalyptus, mais il en existe plus de 600 variétés différentes. Et les koalas n'en mangent que 30, soit seulement 5% de ce qu'il est disponible sur le menu. Il faut donc que ce soit un eucalyptus très spécifique pour qu'un koala difficile s'en accommode. Ces adorables créatures ont aussi quelque chose en commun avec les chats. Elles dorment 18 à 20 heures par jour. Les ours polaires ne sont pas blancs. Leur peau est noire sous leur fourrure, mais ils ont besoin de la couleur blanche pour se camoufler pendant qu'ils chassent.
La couleur noire absorbe le soleil mieux que tout autre, tandis que la fourrure blanche n'arrête pas la lumière du soleil. Les rayons la traversent. En un sens, un ours polaire a plutôt une fourrure transparente. Il existe un mythe selon lequel les chats et les chiens voient le monde en noir et blanc. En réalité, ils ne peuvent tout simplement pas distinguer certaines couleurs. Personne ne sait exactement comment les chiens voient. Certains pensent qu'ils ne distinguent que 2 couleurs. Ce pourrait être le bleu et le jaune pour ce que nous en savons, mais ils peuvent percevoir les nuances d'autres couleurs mieux que les humains. Et les chats ont une merveilleuse vision nocturne. Ils ont besoin d'environ 7 fois moins de lumière qu'un humain pour voir dans l'obscurité. On pensait que les girafes étaient muettes, mais on a récemment découvert qu'elles émettaient des sons à basse fréquence la nuit pour communiquer entre elles. Le jour, elles ne disent pas un mot et s'avertissent mutuellement du danger d'une manière très inhabituelle, en remuant leurs sourcils très développés. Il est probable que la nuit, il leur soit plus difficile de distinguer les sourcils de leurs congénères, c'est pourquoi elles se mettent à parler pour de bon. Toujours à propos des girafes, ces animaux dorment bien plus de 30 minutes par jour, mais probablement pas autant que toi. Leur rythme de sommeil est assez typique. Après avoir surveillé un troupeau de girafes, les chercheurs ont découvert qu'elles dormaient la nuit et faisaient de courtes siestes l'après-midi. Au total, chaque girafe a environ 5 heures de sommeil par jour. Et d'ailleurs, un troupeau de girafes s'appelle en fait une tour de girafes. C'est plutôt logique, sachant qu'elles ont un si long cou. Les mouettes peuvent boire de l'eau salée. Elles possèdent des glandes sécrétant du sel près de leurs yeux. Ces glandes purifient l'eau de mer très rapidement, et le résidu salé sort par leurs narines. De la morve salée en quelque sorte. Les manchots Adélie sont de vrais romantiques. Ils n'ont qu'un seul partenaire pour la vie. Le mâle offre un caillou lisse à la femelle pour fonder une famille. Un peu comme une bague de fiançailles. Mais comme chez les humains, la femelle pingouin peut refuser le cadeau. En parlant d'amour animal, les renards aussi sont romantiques. Les mâles font de bons pères et maris, et ils sont dévoués à leurs proches pour la vie. Ils prennent soin des femelles et enlèvent même les puces de leur fourrure. Ils améliorent le terrier et participent activement à l'éducation de leurs petits. Les dauphins peuvent dormir avec un œil fermé et l'autre ouvert. Une moitié du cerveau se repose et rêve, pendant que l'autre moitié scanne l'environnement à la recherche de signes de danger. Le cerveau parfait pour dormir pendant les cours et les réunions ennuyeuses. De plus, les dauphins contrôlent manuellement leur respiration. Si les 2 parties de leur cerveau dormaient en même temps, ils pourraient tout simplement se noyer. Les loutres de mer sont les dormeuses les plus adorables du règne animal. En été, à cause de la chaleur, les loutres de mer passent tout leur temps dans l'eau. Elles nagent sur le dos et dorment dans cette position. Les bébés dorment sur le ventre de leur mère, et les adultes se tiennent par les pattes pour ne pas être séparés par les courants. Les autruches n'enfouissent pas leur tête dans le sable lorsqu'elles se sentent menacées. En fait, elles n'enfouissent jamais leur tête. Ce mythe s'est répandu à cause de la célèbre expression « faire la politique de l'autruche ». En réalité, les autruches creusent des trous dans le sable pour leurs œufs, car ce sont des oiseaux incapables de voler. Pour s'assurer qu'ils sont uniformément chauffés, les autruches y plongent leur tête afin de tourner les œufs de temps en temps. Mais ces animaux ont quand même une certaine propension à la fuite. Lorsqu'elles font face à une menace, elles peuvent se laisser tomber sur le sable et y rester parfaitement immobiles, en faisant semblant de ne pas être en vie. Selon une croyance populaire erronée, les requins ne pourraient respirer qu'en se déplaçant, car la natation les aide à pousser l'eau à travers leurs branchies. Bien que de nombreux types de requins soient effectivement conçus ainsi, beaucoup d'autres, comme les requins nourrices, qui arpentent les hauts fonds, n'ont pas besoin de nager pour pomper de l'eau riche en oxygène vers leurs branchies. Toutefois, tous les requins sont dépourvus de vessie natatoire, donc s'ils arrêtent de nager, ils vont probablement couler au fond de l'eau. Mais heureusement, le corps d'un requin ne peut pas être comprimé. C'est pourquoi les descentes ou les remontées rapides sont sans danger pour eux. Des scientifiques du Japon ont fait écouter des enregistrements audio à des chats pour prouver qu'ils étaient réellement dédaigneux. Dans ces enregistrements, les propriétaires des chats les appelaient par leur nom. Les pupilles des chats se dilataient et les animaux bougeaient leur queue, leurs pattes ou leurs oreilles. Ils entendaient donc les appels mais y répondaient rarement. C'est une question d'évolution. Les chats sont devenus proches des humains parce qu'ils étaient attirés par les souris qui mangeaient nos céréales. Ils ont vécu auprès des gens mais n'ont jamais réellement été apprivoisés. Et pourtant, nous continuons à les nourrir. Les oiseaux sont en fait parmi les derniers survivants des dinosaures. Ils ont évolué à partir des théropodes, les dinosaures qui couraient sur 2 pattes. Donc lui, techniquement, le T-Rex est un cousin éloigné du poulet, de l'autruche
et même du colibri. En réalité, les flamants roses sont blancs, mais ils prennent cette teinte rose grâce au bêta-carotène, un pigment qui se trouve dans les algues et les crevettes dont ils se nourrissent. Toi aussi, tu peux changer la couleur de ta peau. Si tu manges beaucoup de carottes, elle deviendra légèrement orange. Cela se produira à cause de la forte teneur en bêta-carotène du légume. Les marins du monde entier ont parlé des calmars géants qu'ils ont rencontrés lors de leur voyage. Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont considéré que les monstres aux longs tentacules étaient un mythe. Mais en 2004, la première photo d'un calmar géant a été réalisée. Ils existent réellement. Les scientifiques ont mesuré un animal de près de 13 mètres. Les moustiques piquent vraiment certaines personnes plus que d'autres. Les humains les plus attirants pour eux sont ceux qui ont du sang de type O. De plus, ces insectes ont une très bonne vue. Ils sont attirés par les couleurs vertes, noires et rouges. Alors vérifie la couleur de tes vêtements avant d'aller faire du camping. Tu peux mettre un requin en transe pendant 15 minutes. Pour cela, tu dois caresser le nez de l'animal avec ta main. Cette sorte d'hypnose est appelée immobilité tonique et se produit grâce aux récepteurs présents dans le nez du requin. Lorsqu'on les caresse, les récepteurs envoient de nombreux signaux et le cerveau du requin est incapable de tous les traiter. C'est comment tu es censé t'approcher suffisamment d'un requin pour lui frotter le nez. Les éléphants n'ont pas peur des souris en soi, mais ces animaux massifs ont une mauvaise vue et ils se déplacent assez lentement. C'est pourquoi ils peuvent être effrayés par un oiseau ou une petite créature, comme une souris, qui passe devant eux. C'est juste l'élément de surprise, rien de plus. Le caméléon peut changer de couleur, mais il ne le fait pas pour se camoufler. Le changement de couleur aide l'animal à réguler sa température et à communiquer avec ses pairs. Lorsque la plupart des chiens allaitent, leur langue pend de leur bouche. C'est pourquoi beaucoup de gens pensent que c'est ainsi qu'ils transpirent. En réalité, les glandes sudoripares des chiens sont situées sur les coussinets de leurs pattes. De plus, il y a d'autres glandes sudoripares sur tout leur corps. Les chiens allaitent pour faire évaporer l'humidité de leur voie nasale, de leur langue et de la paroi de leurs poumons. Cela les aide aussi à se rafraîchir. Tu veilles sans doute à laisser les guêpes tranquilles, mais ne sois pas si sûr qu'elles en feront de même avec toi. Les abeilles respectent tes limites, et si tu ne les déranges pas, elles ne te feront pas de mal. Mais les guêpes, pour leur part, sont parfois de si mauvaise humeur qu'elles peuvent te piquer, même si tu ne fais que passer près de leur nid.